Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Le regard bleu ardoise de Modius s'est fixé sur les nouveaux arrivants, qui finissent par s'installer au fond. La jeune femme semble un peu intimidée. « Je disais donc, reprend Modius, si tu crées sans cet accord, toi et ta descendance seraient détruits. Je ne m'attarderai pas plus sur les 3 dernières traditions. La responsabilité dépend de vos sires, qui doivent vous enseigner à respecter nos lois et à agir intelligemment, sous peine d'être sanctionnés de même que vous, tant que vous serez sous leur tutelle. L'hospitalité implique de s'annoncer dans tout domaine d'autrui que l'on visite, et la destruction, qui nous empêche de nous entretuer en laissant aux seuls anciens le droit de décider de la mort finale de l'un de nous. Dans son domaine, c'est bien entendu le prince qui est considéré comme le plus ancien. Voilà. Gardez à chaque instant ces 6 lois en tête, et tout se passera bien, et nous resterons en bons termes. Avant que j'aborde le sujet qui m'a poussé à vous réunir tous, quelqu'un aurait-il une question ? Et là, du coup, il vous fusille du regard, attendant de voir si quelqu'un a quelque chose à demander. Moi, je regarde bien mes chaussures. Ouais, exactement, moi pareil, je baisse gentiment la tête. Benjamin ne fait que sourire. Est-ce que Ida ou Toshizo posent une question ? Non. Moi, je regarde Juggler. Ida est retournée, donc Benjamin qui est assis à côté d'elle peut voir que effectivement elle a son attention portée vers le brouhaha qui est rentré récemment avec sa compagne. Ouais. Du coup, Benjamin donne un petit coup de coude très discret à Ida pour qu'elle retourne regarder le prince. Et Ida regarde droit devant Benjamin avec un regard assez noir. Il faut lui dire gentiment qu'elle est suffisamment grande pour regarder ce qu'elle veut. Et elle regarde de la même manière le prince. Du coup, Toshizo n'est pas très loin de Juggler et de la jeune femme qui l'accompagne. Ils se sont placés tout au fond aussi. Est-ce que Toshizo a une réaction particulière ? Effectivement, pas pour les mêmes raisons que Ida, mais intuitivement, quand Modius pose la question, j'aurais tendance à regarder vers Juggler aussi, qui me semble être le personnage le plus susceptible de se manifester à... Et Toshizo a raison, effectivement. Juggler se penche en avant, posant ses avant-bras sur le dossier du siège juste devant lui. Il demande d'une voix moqueuse « Oui, j'aurais bien une question, mon prince. Quand est-ce qu'on mange ?» Vous voyez que la plaisanterie ne plaît pas beaucoup à Modius, qui le foudroie du regard et qui dit simplement « Très bien, avançons dans ce cas. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que la première de nos traditions est en péril. Il m'a été rapporté par les services de police de la ville que les disparitions se multiplient. Je veux savoir pourquoi, et je veux que cela cesse. » Il pointe alors du doigt un par un les enfants qui se sont récemment installés dans le domaine, peinant de plus en plus à masquer son irritation. Je vous ai accueillis avec bienveillance sur mon domaine. À vous de prouver que vous méritez d'y rester. Est-il acceptable qu'on se permette autant de légèreté dans ma ville ? Je veux tous vous voir activement chercher à résoudre ce problème. Et si l'un de vous est le coupable, qu'il se dénonce, qu'on en finisse, et que sa tête finisse au bout d'une pique. Il semble soudain prendre conscience qu'il s'est un peu emporté, alors Modius baisse d'un ton, concluant ainsi maladroitement son discours en invitant tout le monde à sociabiliser autour d'un rafraîchissement servi par les ghouls. Effectivement, vous pouvez voir que les 2 ouvreurs qui étaient là à l'entrée ont commencé à servir dans des verres à pied du sang non traité, visiblement, qui vient de poches de sang probablement soutirées à un hôpital ou à une clinique de dons sanguins. Et il y a sur une petite table qui est installée sur le côté de la salle de cinéma
des verres comme ça qui sont préparés avec ce sang peu frais. Modius va faire signe à Juggler de le rejoindre sur la scène, et le Brora va le rejoindre nonchalamment en traversant toute la salle de cinéma pour le rejoindre le plus lentement possible, adressant des sourires un peu amusés à tous ceux qui croisent son regard. Quand il croisera celui de Ida, il lui adressera un clin d'œil avant de poursuivre et de rejoindre Modius. Les deux se retirant au fond de la scène pour parler à voix basse. Est-ce qu'on le voit, le clin d'œil fait à Ida? Alors toi, tu peux le voir, effectivement, parce que c'est tourné dans ta direction. Je pense que tu regardes Juggler quand il passe, et donc effectivement, tu vois qu'il adresse un clin d'œil. Mais du coup, toi, tu ne sais pas si le clin d'œil t'est adressé à toi ou à la jeune femme à tes côtés. On est bien présent donc sur la scène maintenant pour pouvoir... Alors, tu n'es pas sur la scène, tu es toujours dans le public, mais on t'a dit que tu pouvais te servir à boire, effectivement. On vous laisse interagir les uns les autres. D'ailleurs, les deux anciens qui ont été annoncés au début se sont levés eux-mêmes pour aller se servir un verre. Vous les voyez du coup se tenir non loin de l'estrade, oui, avec un verre de sang à la main, échangeant juste quelques mots l'un avec l'autre. Visiblement, ils se connaissent déjà, mais ouverts visiblement aux conversations. Donc moi, j'approche gentiment d'eux pour me présenter, rentrer un petit peu dans une conversation sérieuse. Redis-moi les noms des personnes qui sont présentes, si tu veux bien. Alors, les deux personnes vers lesquelles se dirige Matthew sont Luciane et Danoff. Donc, déjà, je vais commencer par Luciane. Bien sûr, je les salue, je me présente. Quand tu te présentes, Luciane a une sorte de hoquet moqueur pour dire « Ah oui, l'usurpateur ». Usurpateur est un terme quand même très fort. Pourquoi ce terme-là? C'est Danoff qui désamorce un petit peu la situation. Il te tapote gentiment dans le dos en disant « Non, ne prenez pas comme ça. C'est juste que votre clan, il est souvent surnommé le clan des usurpateurs. Ça tient de ses origines, il paraît. » Très bien compris la chose et j'en suis réellement conscient. Descendance de mon clan a pu en tout cas entreprendre des choses qui pas forcément plus à la communauté. C'est pas pour ça que à l'heure-ci nous sommes des usurpateurs et nous ne pouvons pas être présents à vos côtés et vous aider d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas pouvoir échanger avec vous. Non, tu as tout à fait raison, c'est bien. Allez, Luciane, un peu moins de mauvais esprit. Le gangrel lève les yeux au ciel et dit « Soit, vous voulez que je vous nomme le mage, le sorcier, le magicien ?» Nommez-moi tout simplement Mathieu, s'il vous plaît, ça me ferait grand plaisir. En tout cas, c'est un honneur de vous rencontrer, vous deux. J'espère pouvoir échanger plus longuement avec vous sur beaucoup de sujets. Comme j'ai pu vous le dire dernièrement, je m'intéresse énormément à toute l'histoire et à toute l'histoire des clans en général. Échanger avec vous pourrait me permettre d'apprendre beaucoup de choses si jamais un jour vous souhaitez. Et n'hésiterez pas à passer vous voir et échanger avec vous. Danoff prend une gorgée de sang et teinte ses lèvres difformes du liquide sanguin et te désigne de la main Luciane en ricanant. Ouais, il se trouve que celui-là, c'est une vraie mine d'histoire. Il en sait plus qu'il n'aime le dire. Il en a vu beaucoup. Ce serait avec plaisir de pouvoir entendre toutes ces histoires et bien sûr en apprendre. Je pense qu'on est tous dans cette même optique d'apprentissage et pour ça nous sommes présents ce soir et que nous espérons avancer avec vous dans une belle direction. Luciane va hausser les épaules, l'air de dire « Oh oui, nous verrons. » Toshizo étant au fond, quand le discours est terminé, etc., et que Juggler est parti pour s'avancer vers la scène, la jeune femme qui l'a accompagnée et qui n'a pas été présentée se déplace discrètement de siège en siège pour le rejoindre et se mettre
disons à un siège d'écart pour pas rentrer non plus dans son espace personnel, et elle se penche vers lui pour lui demander vous aussi vous n'êtes pas sûr de vouloir être ici ce soir? Effectivement, je suppose qu'on peut dire ça. J'attends un peu de voir ce qui se passe. Mais je dois admettre que je n'ai pas fait une entrée aussi remarquée que la vôtre. Elle a l'air un peu gênée, effectivement. Elle avait pas forcément envie d'attirer l'attention sur elle. Elle tend sa main délicate vers le tatoueur et se présente. Je m'appelle Evelyn. Enchanté, Toshizo. Toshizo, c'est japonais? Oui, tout à fait, oui. Et parallèlement, je t'avoue, Toshizo est un peu curieux de par ce qui a été annoncé par Modu sur la fin, vu que je sais pas, c'est quelque chose qu'il a l'air d'apprendre ou il avait déjà eu le vent d'une cause. Le fait qu'il y ait comme ça une augmentation excessive des disparitions, parce que forcément Gary étant une ville où la criminalité étant assez importante, les disparitions restent monnaie courante. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un bon domaine pour un vampire. Mais du coup, effectivement, il a pas eu vent de choses particulières à ce niveau-là, non. En tout cas, pas récemment, faudrait peut-être que s'il allait interroger un petit peu ses contacts, etc., peut-être qu'effectivement, il en saurait plus, et là, on lui dirait, ah oui, il paraît que, etc., mais pour le moment, c'est quelque chose qui lui est pas venu à l'oreille. Par contre, effectivement, il a été pointé du doigt aussi par Modius, et il avait l'air de sous-entendre que peut-être le Timiche faisait partie des causes de la disparition excessive de mortels dans le domaine. Je sais, j'en ai fait quelques-unes moi-même. Je me retourne vers Evelyn de nouveau, et je me demande si ça fait longtemps qu'elle fait partie de l'entourage local, ou de la communauté qui réunit ici. Elle a un petit sourire coincé. En vérité, c'est la première fois que je viens ici, que je rencontre ces gens-là. Je ne connais que Juggler. C'est beaucoup de choses à assimiler, une nouvelle routine à laquelle s'habituer. Ce plus est, comme vous pouvez sans doute le constater, notre introduction dans ces lieux se fait dans le contexte d'une accusation envers nous, ce qui n'est pas le plus accueillant. C'est un peu inquiétant cette histoire de disparition. Vous pensez que certains, et là elle fait un geste vague vers le reste de la pièce, vers le reste de la salle de cinéma où les autres sont en train de discuter les uns avec les autres. Vous pensez que l'un d'eux a tué des personnes et les a fait disparaître? Si on reporte les statistiques de Gary sur l'assemblée de cette salle, il y a probablement un certain nombre de meurtriers parmi nous. Quand tu lui dis ça a l'air de la choquer un peu. Elle met une main devant sa bouche. Je le dis sur le ton de l'humour un peu quand même, qu'on soit bien d'accord, mais... Ouais, mais elle, du coup, assez fraîche dans ce monde des ténèbres, est quand même assez surprise de cette possibilité. Elle connaît probablement personne qui soit un meurtrier. Elle suspecte peut-être même pas que Juggler lui-même ait pu tuer des gens. Et c'est vrai que ça la met un petit peu mal à l'aise, visiblement. On va passer aux autres. On va se focaliser sur quelqu'un d'autre. Matthew était en train de parler avec Luciane et Danoff. Alicia va se porter vers Benjamin. Où se trouve Benjamin? Qu'est-il en train de faire? Alors Benjamin, il était à côté d'Ida. Suite à la pause, il s'est retourné vers elle pour s'excuser platement. Donc il lui dit excusez-moi de vous avoir quelque peu brutalisé. C'est juste que nous naviguons, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit avec sourire auparavant, en eau trouble, et je ne voulais pas que vous soyez en difficulté. Je m'excuse de mes manières. Soit, j'en prends note. Ok. Il sourit et du coup, il fait une petite révérence et il s'éloigne d'Ida, et je pense que c'est à ce moment-là qu'Alicia vient. Tout à fait. Donc elle descend de la scène pour aller dans sa direction, et comme il se retrouve à mi-chemin, elle semble vouloir l'attirer vers le fond de la pièce, plutôt vers l'entrée justement, en l'éloignant de la table où du sang avait été servi justement. Elle le prend par le bras, sans un mot, l'attire avec elle. Oh bah, il se laisse faire. Hein. Il ne pourrait y résister. Du coup, il ne dit rien parce que comme elle le tire, c'est que la conversation n'a pas commencé. Et alors que les autres sont occupés à discuter, etc., certains peuvent peut-être remarquer qu'effectivement, Alicia et Benjamin sont en direction de la sortie et quittent la salle de cinéma, se retrouvent dans l'entrée où ils sont arrivés tous plus tôt dans la soirée,
et Alicia l'entraîne dans une des pièces qui se trouve à l'entrée. Il y a un bureau en fait dont la porte se trouve sur le côté. Elle prend les devants, elle ouvre la porte, elle lui fait signe d'entrer et ne ferme la porte qu'une fois qu'il est à l'intérieur. Il est un petit peu surpris, voire peut-être un peu intimidé, mais c'est quelqu'un qui compose très vite un masque, très vite une assurance, tu vois, même si elle est factice, qui arrive à se contrôler, même si c'est quand même Alicia. Donc du coup, à cause du lien spécial qui les unit, bah du coup, c'est parfois problématique. Mais au moins en apparence, il donne le change. Et il attend de voir si il doit commencer à parler ou si c'est elle qui va engager la conversation. Elle ne dit rien. Par contre, elle lève doucement son bras, sa main. Elle lui caresse délicatement la joue et elle finit par lui tendre l'intérieur de son avant-bras comme une offrande. Mm-hmm. Et est-ce que Benjamin sait qu'il peut prendre son sang à ce moment-là? Ça a l'air d'être l'invitation qu'elle lui fait. Du coup, il met sa main délicatement dans la sienne. Il se penche vers la main et est-ce que les canines sont rétractables, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il laisse doucement les canines sortir et il la regarde en mode est-ce qu'il y a le consentement, quoi, tu vois? Oui, elle lâche la tête, un sourire qui montre aussi que même si Benjamin met les formes, etc., c'est elle qui est en position de pouvoir ici et l'invite à le faire. Du coup, il se nourrit sur le poignet, j'imagine, c'est ça, sur le poignet? Ouais, tout à fait. Donc il plante ses crocs dans son poignet. Et là, la vitae, le sang vampirique qui lui remplit la bouche est d'une saveur incomparable avec celle que peut avoir le sang d'un mortel. C'est vraiment d'un tout autre niveau et cette saveur, il l'avait déjà pu la goûter lorsqu'il avait été transformé, lors de son étreinte. Cette sensation est vraiment très intense, c'est vraiment orgasmique, hein. C'est quelque chose qui est au-delà de tous les plaisirs pour un vampire, c'est le sang d'un autre vampire, surtout d'un vampire ayant une génération plus basse que la sienne, c'est quelque chose de très intense. Très bien. Bon, il profite du moment, hein, il essaye de rester digne. Par contre, il a peut-être quelques petits tremblements qu'il aurait voulu cacher, quoi. Une fois qu'il s'est nourri sur elle et qu'il est relâché, Alicia, à son tour, prend sa main et commence en fait à remonter doucement la chemise, je pense qu'il porte une chemise, c'est ça? Oui, tout à fait, costume victorien. Elle déboutonne la manche de chemise et à son tour lève l'avant-bras de son enfant pour y plonger ses crocs. Et là, c'est une toute autre sensation, mais tout aussi plaisante, qui se révèle à Benjamin, celle du baiser, c'est-à-dire la morsure du vampire, qui a un effet très puissant sur ceux qui la subissent, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est si facile, une fois qu'on a pu se nourrir sur un mortel, de le laisser derrière soi, parce que le plaisir étant souvent tellement intense pour un mortel que il en perd un peu ses esprits. Et du coup, il ressent ça à nouveau, sensation qu'il avait déjà sentie au moment de son étreinte également. On va donc laisser les deux tourtereaux dans leur coin et revenir à Ida. Il y a Danoff qui s'est excusé auprès de Luciane et de Matthew pour se diriger vers Ida. Donc Danoff, c'est ce Nosferatu, l'apparence terrifiante, mais qui, quand il s'approche de la jeune femme, a l'air d'être quelqu'un de tout à fait avenant et sympathique. Il s'incline même légèrement, de manière un peu grotesque, et il dit Mademoiselle, je suis ravi de faire votre connaissance. Je n'ai pas le plaisir de vous avoir déjà vu dans cette cour. Ravi de même de faire votre connaissance. Oui, je suis toute novice dans ce petit groupe. En tout cas, je vous remercie d'avoir acquiescé et rigolé à mon petit trait d'humour qui visiblement n'a pas beaucoup plu. Ah, vous savez, Modius n'a pas le sens de l'humour. C'est vraiment un de ses défauts. Mais vous verrez, ce n'est pas un prince très exigeant et je pense que c'est bien mieux pour tout le monde. Néanmoins, vous avez entendu son histoire, je pense qu'il faut tout de même y prêter quelques attentions. Je regarderai moi-même ce qu'il en est. C'est vrai qu'il est bizarre que les morts se multiplient, les morts ou les disparitions. Ne crions pas tout de suite au meurtre. J'avoue que cette information m'a un peu refroidi moi-même. Je ne m'attendais absolument pas à une telle situation.
Vous savez, certains d'entre nous ne sont pas très soigneux avec leur nourriture. Oui, mais étant novice, je n'ai pas envie de devenir moi-même mon propre gibier. Vous avez raison, et vous feriez bien, effectivement, d'obéir à ce que dit le vieux fou pour le moment. Oui, ça me paraît beaucoup plus sage. Vous avez l'air de bien le connaître. Eh bien, ça fait quelques années déjà que je me suis installé ici, à Gary. J'y préfère le domaine, comparé à Chicago, qui n'est pas loin, et dont la politique est assez agressive, si vous voulez bien me croire. Oui, et la politique à Gary est plus simple grâce à Modus. Je ne dirais pas que c'est plus simple grâce à Modius, mais regardez qui est dans cette pièce. Il y a Modius et son infante qui vivent presque en autarcie. Il y a le vieux Lucian qui parcourt cette terre depuis, il paraît, l'époque de Jules César. Juggler également, qui n'est pas là depuis si longtemps que ça. Puis il y a moi, le touriste. Mais vous voyez que la cour n'était pas si vaste que ça il y a peu de temps encore. Et j'avoue que l'ajout de quelques perspectives neuves ne peut qu'être intéressant. Pourtant, on a l'impression qu'il y a les fidèles qui sont présents là ce soir. C'est rassurant. Ah, des fidèles. Je n'irai pas jusque-là. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre société et on peut bien sûr croire que tout va bien, mais en vérité, tout le monde s'écharperait très vite s'il le pouvait. On va dire que c'est une sorte de guerre froide, comme on dit. Et vous connaissez des personnes qui ont disparu? Les personnes qui ont disparu, comme je vous ai dit, je ne suis pas très au courant, mais je vais m'enseigner, je vous dirai. Je vous remercie. Vous avez un endroit où je peux vous contacter? Peut-être que je pourrais vous renseigner si il me vient quelque chose à l'oreille. Vous savez, j'ai beau ne pas être très beau à voir, comme on dit, mais j'ai l'avantage justement d'être très discret et j'ai des oreilles partout. D'ailleurs, et là, avec un sourire toujours amusé sur les lèvres, Danov fouille dans l'intérieur de son manteau et il sort un petit animal. Le petit animal, c'est un vison. En off, je trouve ça trop cool. Il sort un petit vison. C'est petit un vison. Hein. Oh. Le petit animal a l'air d'être particulièrement vif. Il regarde tout autour de lui, l'air de suivre ce que veut Danov au moindre regard. Et d'ailleurs, il a juste à le regarder et le vison grimpe sur son épaule et vient se poster juste à côté de sa tête et regarde Ida depuis son perchoir. Elle s'appelle Dania, c'est mon famulus. Dania, qui est adorable. Donc, vous pouvez la caresser, elle ne mord pas, ou presque pas. Ida la caresse délicatement parce qu'elle sait très bien que les visons sont pas super gentils. Elle apprécie ce côté un peu original et cette petite bestiole qui se cache et qui est sur son épaule. Elle regarde Danov et elle dit bah effectivement, il est particulièrement mignon. Il est plus mignon que celui qui avait ma tante autour de son cou. Ah ouais, la fourrure, c'est pas trop mon truc. Moi non plus. Mais voilà, cette petite Dania est avec moi depuis que je l'ai ramenée d'Europe de l'Est. Elle est plutôt jeune et si elle ne se nourrissait pas de mon sang, je crois qu'elle serait morte depuis au moins 80 ans. En tout cas, elle sera toujours bienvenue chez moi. Ida prend sa pochette, l'ouvre, prend une carte de visite où est juste marqué son nom avec une adresse et la tend à Danov. Danov prend la carte, il hoche la tête, appréciatif, et l'affiche dans l'intérieur de son blouson. Tu vois la petite femelle vison qui redescend le long de son bras et il l'aide à rentrer à nouveau à l'intérieur de la poche intérieure.